C'était par une tiède soirée de mercredi. L'horloge marquait 10 heures précises, et le Mistral frappait doucement aux fenêtres de mon petit appartement d'Avignon, que tout a commencé. Il était là, Marcel, assis sur le balcon, le combiné du téléphone fixe collé à l'oreille, parlant bas, presque en un murmure, la voix douce, le ton du secret. Moi, tout en feignant de repriser une serviette, je sentais mon sang bouillir à petit feu. Chaque soir, le même rituel. À 22 heures, pas une minute avant, pas une minute après. À cet instant, une question martelait mon esprit, tel le glas d'une vieille église. Après 45 ans de mariage, aurait-il encore le courage de me tromper? Le cœur battait fort, mais l'orgueil battait plus fort encore. J'ai pris mon vieux carnet de recettes provençales, qui traînait sur la table de la cuisine, et, faisant semblant de noter les ingrédients d'une tarte aux pommes, j'ai écrit le numéro qu'il composait. Un jour j'appellerai, pensais-je. Un jour, je découvrirai. Et ce jour est arrivé. Quand j'ai porté le téléphone à mon oreille et que j'ai entendu cette voix calme dire « Maison de repos Sainte-Claire, bonsoir », j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'était comme si le silence de la ville entière s'était arrêté pour écouter ma respiration. Là, entre la méfiance et la stupeur, j'ai compris que la vie garde des secrets aussi profonds que les vieux puits des villages de campagne. Avez-vous déjà vécu cela? Penser trouver le péché et finir par découvrir une histoire d'amour cachée par la honte ou la peur? Car c'est ainsi, le cœur partagé entre la douleur et la tendresse, que j'ai commencé à connaître, vraiment, l'homme avec qui j'avais vécu près d'un demi-siècle. Et c'est seulement alors que j'ai compris que, parfois, la vérité ne vient pas pour détruire, mais pour révéler l'amour que le temps avait tenté de dissimuler. Le téléphone semblait peser une tonne dans ma main. Cet appareil en plastique beige, qui pendant 45 ans n'avait été qu'un banal objet de communication, ressemblait maintenant à une pièce à conviction, la boîte noire d'un mariage que je croyais connaître. Une sueur froide coulait sur ma tempe, et chaque battement de mon cœur résonnait dans le silence oppressant de notre petite maison d'Avignon. Dehors, le Mistral hurlait, une plainte qui semblait venir de l'âme de la Provence, arrachant les dernières feuilles des platanes de notre rue. C'était une bande-son parfaite pour la trahison que j'étais sur le point de commettre, ou de découvrir. Il était 10h30 du soir. Marcel, mon mari, ronflait déjà doucement dans la chambre d'à côté. Un son qui, pendant des décennies, m'avait apporté du réconfort, la certitude de sa présence, mais qui, cette nuit-là, sonnait comme une raillerie. Depuis 6 mois, tous les soirs, ponctuellement à 10h, il se levait de son fauteuil, prenait le téléphone sans fil et allait sur le balcon du fond, qui donnait sur notre petit jardin de lavande et de romarin. Il parlait bas, presque en un murmure, et les conversations ne duraient jamais plus de 5 minutes. Quand je demandais, la réponse était toujours la même, dite sans me regarder dans les yeux. Des choses du travail, Josie, juste quelques détails à régler. Le travail. Marcel était à la retraite depuis 5 ans. Il avait vendu des outils toute sa vie. Quel détail un vendeur de marteaux et de vis à la retraite pouvait-il bien avoir à régler, qui exigeait des appels nocturnes et secrets? L'excuse était si fragile, si transparente, qu'elle insultait mon intelligence. Au début, j'ai ignoré. La vieillesse amène des manies, pensais-je. C'était peut-être un ancien collègue, un club d'amis, mais la régularité, la ponctualité religieuse, et par-dessus tout, le voile de secret qu'il jetait sur cela a commencé à ronger ma paix. J'ai commencé à le voir non pas comme l'homme prévisible avec qui j'avais partagé ma vie, mais comme le gardien d'un coffre-fort dont je ne possédais pas la clé. Cette nuit-là, j'avais décidé. Le doute était un poison lent, et je préférais la douleur aiguë de la vérité. Pendant qu'il était sur le balcon, le vent étouffant sa voix, je me suis glissée jusqu'au téléphone principal dans le salon. Les mains tremblantes, j'ai pris un crayon et le dos d'une enveloppe de factures d'électricité. J'ai appuyé sur le bouton de renumérotation. Les chiffres sont apparus sur le petit écran numérique, éclairé par une lumière verte fantomatique. Je les ai notés rapidement, la mine du crayon déchirant presque le papier. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne puisse l'entendre depuis le jardin. Il est rentré, le visage impassible, l'odeur du froid de la nuit sur ses vêtements. Il m'a déposé un baiser sur le front, un rituel aussi ancien que notre mariage, et est allé se coucher. J'ai attendu que le son de sa respiration s'approfondisse, se transforme en ce ronflement familier. Chaque minute était une agonie. Quand j'ai été sûre qu'il dormait profondément, je suis retournée au salon. Le papier dans ma main tremblait. Je me suis assise dans le noir,
avec pour seule lumière celle de la lune filtrée par le rideau en dentelle que j'avais moi-même confectionné il y a 30 ans. J'ai composé les chiffres, un par un. Chaque bip du téléphone était un pas vers l'inconnu. La ligne a sonné 1, 2, 3 fois. J'étais sur le point de raccrocher, la peur l'emportant sur la curiosité, quand une voix a répondu. Ce n'était pas la voix séductrice d'une maîtresse que j'attendais. C'était une voix féminine, oui, mais calme, professionnelle, un peu lasse. « Maison de repos Sainte-Claire, bonsoir. En quoi puis-je vous aider ?» Mon sang se glaça. Maison de repos. Une maison de repos ? Mon esprit tourbillonnait, essayant de trouver un lien. La mère de Marcel était morte il y a 20 ans. Mon père, il y a 10. Nous n'avions pas de parents proches dans un endroit comme celui-là. Que pouvait-il bien faire à appeler une maison de repos tous les soirs ? La voix à l'autre bout du fil a répété « Allô, madame ?» J'ai bafouillé, cherchant mes mots. « Pardon, je crois que j'ai fait un mauvais numéro. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Le combiné est tombé de ma main tremblante sur son socle avec un claquement de plastique. Le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quel cri. Une maison de repos. La réponse, au lieu de résoudre le mystère, l'avait approfondi d'une manière que je ne pouvais comprendre. Ce n'était pas la trahison charnelle que j'avais crainte, mais c'était une trahison. Une trahison de secret, d'une vie parallèle, qu'il menait à quelques mètres de moi, murmurée au téléphone chaque soir. Dans ce salon obscur, avec le vent du Mistral pour seul témoin, j'ai compris que l'homme qui dormait dans ma chambre était un parfait inconnu. Et moi, Josette Caron, à 72 ans, j'étais sur le point de découvrir une histoire qui changerait tout ce que je croyais être vrai. Pour comprendre le poids de cette découverte, il faut comprendre la tapisserie de ma vie avec Marcel. C'était une tapisserie tissée avec les fils de la routine, de la prévisibilité et d'une affection tranquille, presque silencieuse. Je m'appelle Josette Caron, mais depuis mon enfance, tout le monde m'appelle Josie. Je suis née et j'ai grandi ici, à Avignon, à l'ombre de l'imposant palais des papes. Et mes mains, très tôt, ont appris le langage des aiguilles et des fils. J'étais couturière. Pas n'importe quelle couturière, j'étais l'artisane des rêves, la femme à qui les jeunes mariés de toute la région du Vaucluse confiaient la robe du jour le plus important de leur vie. Mon atelier était une petite pièce attenante à notre maison, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. L'odeur des tissus neufs, de la craie de tailleur et de l'huile de ma vieille machine à coudre Singer était le parfum de mon existence. Là, entre des rouleaux de soie, des mètres de dentelle de Calais et des bobines de fil de toutes les couleurs, je me sentais comme une reine dans son domaine. Chaque robe était une histoire, et j'en étais la première narratrice. Je connaissais les secrets de mes clientes, leurs peurs, leurs espoirs. Elles me racontaient tout pendant que j'ajustais un bustier ou que j'épinglais un ourlet, et j'écoutais, toujours. Ironiquement, la plus grande confidente d'Avignon était la dernière à connaître le secret qui vivait sous son propre toit. J'ai connu Marcel à un bal d'été sur la place de l'Horloge. J'avais 26 ans, un âge considéré comme presque tardif pour se marier à l'époque. Il avait 3 ans de plus, un homme de peu de mots, aux mains fortes et calleuses à force de porter des caisses d'outils. Il n'était pas une vedette de cinéma, il n'avait pas l'éloquence des poètes, mais il y avait en lui une solidité, une constance qui m'a attirée. Marcel était comme un chêne. Il n'offrait pas de fleurs exubérantes, mais il promettait de l'ombre et un abri pour toute la vie. Et il a tenu sa promesse. Nous nous sommes mariés l'année suivante, lors d'une cérémonie simple à l'église Saint-Pierre. J'ai acheté une modeste maison dans le quartier de Saint-Chamand, loin de l'agitation touristique, mais assez proche pour sentir le pouls de la ville. Notre vie s'est installée dans un rythme confortable. Il partait tôt pour son travail à la quincaillerie et revenait en fin d'après-midi, avec l'odeur de métal et de graisse imprégnée dans ses vêtements. Je passais mes journées dans mon atelier, à recevoir des clientes, à couper, à coudre. Le soir, nous dînions ensemble, regardions le journal télévisé et lisions un peu avant de dormir. Nous avons eu une fille, Élise, qui a grandi, a fait ses études et a déménagé à Marseille, où elle est devenue une avocate de renom. Nous étions, aux yeux de tous, un couple exemplaire, stable, respectueux, complice. L'amour, avec le temps, s'est transformé en une sorte d'amitié profonde, une connaissance tacite des habitudes de l'un et de l'autre. Je savais qu'il aimait son café sans sucre, qu'il détestait la coriandre, qu'il lisait toujours la section des sports du journal en premier. Il savait que j'avais besoin de silence pour me concentrer sur mon travail, que j'adorais les pivoines
et que j'avais une peur irrationnelle des papillons de nuit, notre communication n'a jamais été faite de grandes déclarations. L'amour de Marcel était dans les gestes, l'étagère qu'il réparait sans que je le demande, la façon dont il chauffait la voiture pour moi les matins froids d'hiver, la tasse de tisane qu'il m'apportait quand je travaillais tard. Et mon amour était dans le soin, sa chemise préférée toujours repassée, son plat favori prêt sur la table, le silence que je gardais quand je sentais qu'il était fatigué et ne voulait que la paix. C'était un arrangement fonctionnel, un contrat d'affection mutuelle qui avait fonctionné pendant près d'un demi-siècle. Il n'y a jamais eu de grandes passions, de grands drames, de grandes disputes. Notre vie était une plaine sereine, pas des montagnes russes d'émotions, et j'en étais satisfaite. Ou du moins, je le pensais. Sa retraite, il y a 5 ans, a un peu changé la dynamique. Soudain, il était à la maison toute la journée, et je pensais que nous nous rapprocherions, que nous parlerions plus. Mais Marcel semblait s'être encore plus renfermé sur lui-même. Il passait des heures dans son petit atelier au garage, à réparer de vieux outils qu'il achetait dans les brocantes, ou à s'occuper du jardin avec un dévouement méthodique. Il semblait content dans son monde de silence et d'ordre. Et puis, il y a 6 mois, le rituel a commencé. Le téléphone, 10 heures du soir, le balcon. Au début, comme je l'ai dit, je n'y ai pas prêté attention. Mais la constance de la chose était ce qui me perturbait. Ce n'était pas aléatoire, c'était un engagement. Un engagement qu'il tenait avec une fidélité que je voyais rarement dans d'autres domaines de sa vie. C'était plus important que le journal télévisé, plus important que le livre qu'il lisait, plus important même que notre conversation de fin de soirée. À 21h58, ses yeux se tournaient déjà vers l'horloge murale du salon. À 22h précises, il se levait. Cet appel est devenu un intrus dans notre mariage. Une entité invisible qui s'asseyait avec nous le soir, attendant son heure. Et le secret qui l'entourait a transformé la solidité de mon chêne en quelque chose de creux à l'intérieur. J'ai commencé à observer chacun de ses gestes, chaque inflexion de sa voix. Semblait-il plus léger après les appels, plus triste? Il n'y avait pas de schéma clair, seulement le masque de neutralité qu'il portait toujours. La Josie couturière, la femme qui tissait la vie des autres, s'est rendue compte que sa propre vie était en train de se défaire, point par point. La confiance, le fil le plus solide de toute relation, était usé. Et je savais, avec la certitude d'une artisane qui connaît son matériau, que si je tirais ce fil lâche, ce numéro de téléphone noté sur une enveloppe, toute la trame de notre routine soigneusement construite pourrait se défaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette nuit de novembre, lorsque la voix à l'autre bout du fil a dit « Maison de repos Sainte-Claire ». La plaine sereine de ma vie venait de révéler une faille géologique, un abîme profond et sombre, et j'étais debout au bord, regardant à l'intérieur. Les semaines qui ont précédé cette nuit décisive ont été un tourment silencieux. Le doute est une graine qui, une fois plantée dans l'esprit, pousse comme une mauvaise herbe, étouffant la logique et la paix. La mienne a commencé à germer un dimanche après-midi, environ 2 mois avant que je ne passe l'appel. Nous étions dans notre jardin. Je taillais les rosiers, et Marcel lisait le journal dans sa chaise en osier. Le soleil d'automne était doux, et une brise légère apportait l'odeur de la terre humide. C'était un tableau de perfection domestique. « Marcel, dis-je, sans me retourner, en coupant une branche sèche. « Ah, qui est-ce qui t'appelle tous les soirs ?» La question est sortie plus abruptement que je ne l'avais prévu. J'ai senti l'air changer. Le bruissement du journal a cessé. Il y a eu une pause qui s'est étirée trop longtemps. « Je te l'ai déjà dit, Josie, » a-t-il répondu, la voix soigneusement neutre. « C'est pour le travail. Un ancien fournisseur qui vit dans un autre fuseau horaire. Nous organisons une collection de vieux outils. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Il était caché derrière le journal, mais je pouvais voir ses mains, les jointures de ses doigts blanches à force de serrer le papier. Il mentait. Je le savais avec la même certitude que je savais que le soleil se coucherait à l'ouest. Marcel était un piètre menteur. Son manque de pratique le trahissait. Quel fournisseur a besoin de te parler tous les jours, exactement à 10 heures du soir, pendant 5 minutes, ai-je insisté, essayant de garder ma voix calme. C'est un homme d'habitude, comme moi, a-t-il dit, et il a tourné la page du journal avec un bruit exagéré, un point final à la conversation. Je n'ai plus insisté, mais la graine était arrosée. L'excuse était si bancale qu'elle en était presque une insulte. Un fournisseur, un autre fuseau horaire, j'ai commencé à faire les calculs. Pour qu'il soit 10 heures du soir ici, il faudrait qu'il soit le milieu de l'après-midi en Amérique ou l'aube en Asie. Quel genre d'affaires d'outils anciens se réglerait par des appels quotidiens si courts et si chronométrés? À partir de ce jour, mon observation est devenue une obsession.
Je me suis transformée en détective au sein de ma propre maison. Je chronométrais ses allées et venues sur le balcon. 4 minutes et 30 secondes. 5 minutes et 10. Jamais plus. J'essayais de déchiffrer l'expression de son visage quand il revenait. Parfois, il semblait avoir un poids sur les épaules. D'autres fois, un léger, presque imperceptible, soulagement. Mais toujours, la même évasion dans le regard. J'ai commencé à remarquer de petites anomalies financières. Marcel s'était toujours occupé de nos comptes. Il était méticuleux, notant chaque dépense dans un carnet à couverture noire. Une fois, alors qu'il était à l'atelier, je me suis laissée aller à la curiosité et j'ai regardé le carnet. Il y avait des retraits réguliers en espèces. 200 € chaque premier lundi du mois. La note à côté était toujours la même. Dépenses diverses. Diverses ? Marcel n'était pas un homme de dépenses diverses. Il était l'homme qui achetait la même marque de confiture depuis 30 ans et qui portait ses chaussures jusqu'à ce que la semelle soit trouée. Où allait cet argent ? J'ai rassemblé les pièces du puzzle. Les appels nocturnes, les retraits mensuels, le secret. La conclusion la plus évidente et la plus douloureuse s'est formée dans mon esprit. Il avait quelqu'un d'autre, une maîtresse, peut-être une femme en difficulté financière qui l'aidait. L'idée était un poignard dans ma poitrine. L'image de Marcel, mon Marcel, le chêne solide, avec une autre femme. C'était inconcevable. Et pourtant, cela semblait la seule explication logique. La douleur de la jalousie était une chose nouvelle pour moi. En 45 ans, je n'avais jamais eu de raison de douter de la fidélité de Marcel. Il n'avait jamais été un homme à regarder d'autres femmes, à faire des compliments. Sa nature réservée était, pour moi, une garantie. Maintenant, cette même nature semblait une façade, un masque pour cacher une double vie. J'ai commencé à me regarder dans le miroir différemment. Je voyais mes 72 ans, les rides autour de mes yeux, que j'appelais autrefois des cartes de sourire, les cheveux blancs, que je portais en un chignon soigné, la peau de mes mains, tachée par l'âge et marquée par d'innombrables piqûres d'aiguilles. J'étais une grand-mère. Peut-être qu'il était fatigué de moi, de notre vie tranquille. Peut-être qu'il voulait l'excitation, la jeunesse, la vitalité que je ne pouvais plus offrir. Les nuits sont devenues les pires. Je faisais semblant de dormir pendant qu'il allait sur le balcon. Je restais allongée dans le lit, les yeux ouverts dans le noir, imaginant les mots qu'il murmurait. Étaient-ce des mots d'amour, de réconfort ? Lui disait-il des choses qu'il ne m'avait jamais dites ? La maison, autrefois mon havre de paix, était devenue une scène de torture. Chaque objet semblait se moquer de moi. Les photos de notre mariage sur l'étagère, le patchwork que j'avais fait pour notre lit, tout semblait un mensonge. Le pire était son silence. S'il m'avait crié dessus, si nous avions eu une grosse dispute, cela aurait peut-être été plus facile. Mais il continuait d'être le même Marcel que d'habitude pendant la journée. Il m'embrassait le front, complimentait mon ragoût, me demandait des nouvelles de mes clientes. Cette normalité était ce qui me rendait la plus folle. C'était comme vivre avec un fantôme que je seule pouvais voir. Je me noyais dans mes propres suppositions. La couturière en moi voulait de l'ordre, voulait trouver le bon fil et le tirer pour que tout ait un sens. La femme en moi était terrifiée par ce qu'elle pourrait trouver. Le doute me consumait, m'épuisait. Je ne mangeais pas bien, je ne dormais pas bien. Mon travail, ma passion, a commencé à en souffrir. J'ai raté un point sur un bustier de mariée, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. C'est dans cet état de désespoir et d'épuisement que j'ai pris la décision. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre. J'avais besoin de lumière, aussi dure et aveuglante soit-elle. J'avais besoin de la vérité. Et si la vérité était une maîtresse, je l'affronterais. Si c'était la fin de mon mariage, je l'accepterais. Tout valait mieux que l'agonie de l'incertitude. Cette nuit de novembre, quand je l'ai vu se lever une fois de plus, ponctuellement à 10 heures, j'ai senti un calme froid s'emparer de moi. Le calme de quelqu'un qui a touché le fond et qui n'a qu'une seule direction où aller, vers le haut, vers la surface, vers la vérité. Et c'est avec ce calme que j'ai noté les chiffres sur l'enveloppe, sachant qu'après cette nuit, plus rien ne serait comme avant. Avant la nuit où j'ai finalement composé le numéro, il y a eu une dernière tentative pour briser le mur de silence de Marcel. Une tentative désespérée d'obtenir la vérité directement de lui donner la chance d'être honnête. Cela s'est produit 1 semaine avant ma découverte, par une nuit pluvieuse. La pluie battait sans cesse contre les vitres, créant une atmosphère claustrophobique. Chaque goutte semblait amplifier le tic-tac de l'horloge dans le salon, un compte à rebours avant le rituel de 10 heures. J'avais préparé son dîner préféré, un bœuf bourguignon, et ouvert une bonne bouteille de vin de Châteauneuf-du-Pape. Je voulais créer une ambiance d'intimité, faire baisser ses défenses. Pendant le dîner, nous avons parlé de banalité.
Le temps, la visite imminente d'Élise, un problème avec la plomberie de la cuisine. Mais sous la conversation triviale, la tension était palpable. J'avais à peine la force d'avaler ma nourriture. Après le dîner, alors qu'il s'installait dans son fauteuil avec le journal, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis assise sur le tabouret en face de lui, un geste que je n'avais pas fait depuis des années. Il a baissé le journal, surpris. « Marcel », ai-je commencé, la voix plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. « Il faut qu'on parle. » Il a froncé les sourcils, un pli d'inquiétude apparaissant entre ses sourcils épais et grisonnants. « Il s'est passé quelque chose ? Tu vas bien ? » « Je ne vais pas bien, » ai-je admis, et l'aveu m'a donné un peu de force. « Nous n'allons pas bien. Et tu sais pourquoi. » Il a détourné le regard, le fixant sur un point quelconque du mur. « Je ne vois pas de quoi tu parles, Josie. »« Si, tu le sais, » ai-je insisté, me penchant en avant. « Je parle des appels, tous les soirs. Je veux que tu me dises la vérité. Maintenant. » Le silence qui a suivi était lourd, dense. On n'entendait que la pluie et l'horloge. Il a soupiré, un son long et fatigué, le son d'un homme qui porte un fardeau depuis longtemps. « Je te l'ai déjà expliqué. C'est pour les outils. »« Non, » l'ai-je interrompu, ce que je faisais rarement. Ma voix est montée d'une octave. « Ne me sors plus cette histoire. C'est un mensonge, Marcel. Et tu le sais. Un mensonge que tu me sers tous les jours. Tu me crois stupide ? Qu'après 45 ans, je ne sais pas quand tu me mens ?» Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère. C'était de la panique, de la peur. Il ressemblait à un animal acculé. « Josie, s'il te plaît, » a-t-il dit, la voix basse, presque suppliante. « Laisse tomber. Ce n'est rien qui doive t'inquiéter. C'est personnel. Quelque chose que je dois régler seul. »« Personnel ?» ai-je répété, incrédule. « Nous sommes mariés depuis près d'un demi-siècle. Il n'y a pas de personnel quand il s'agit d'un secret qui nous détruit. Tu as une autre femme, c'est ça ? Sois assez homme pour me le dire en face. » L'accusation est restée en suspens entre nous, laide et crue. Je m'attendais à ce qu'il nie avec véhémence, qu'il s'indigne. Au lieu de ça, il a simplement secoué la tête lentement, le regard perdu. « Ce n'est pas ça, » a-t-il murmuré. « Ce n'est pas ce que tu penses. C'est plus compliqué. Alors explique-moi, » ai-je imploré, les larmes montant enfin à mes yeux. « Aide-moi à comprendre. Je suis ta femme. Je mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Il s'est levé et a commencé à arpenter le salon, les mains dans les poches, la tête basse. Il ressemblait à un prisonnier dans sa propre cellule. Il s'est arrêté devant la fenêtre, regardant la pluie qui coulait sur la vitre. « Je ne peux pas, » a-t-il dit, la voix étouffée. « Tu ne comprendrais pas. »« Essaie, » ai-je chuchoté. Il s'est tourné vers moi. Son visage, d'habitude si calme et contrôlé, était tordu par une angoisse que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai cru qu'il allait parler, que le mur allait enfin s'effondrer. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Au lieu de cela, il a juste secoué la tête à nouveau, vaincu. « Il vaut mieux que tu ne saches pas. Fais-moi confiance, » a-t-il dit. Et cette phrase a été la goutte d'eau. « Te faire confiance ?» ai-je ri, d'un rire amer et sans joie. Comment puis-je faire confiance à un homme qui me cache quelque chose d'aussi important ? Un homme qui se ferme à moi tous les soirs et murmure des secrets à un téléphone. L'horloge murale a commencé à sonner les 10 heures. 10 coups qui ont retenti comme une sentence. Le corps de Marcel a semblé réagir par instinct. Ses épaules se sont redressées. Son visage a retrouvé son masque de neutralité. Il a regardé le téléphone sans fil sur sa base. « Je dois... Il faut que... » a-t-il commencé. « Non, » ai-je dit en me levant. « Pas ce soir, Marcel. Reste ici. Parle-moi. » Il m'a regardé, et un instant, l'indécision était claire sur son visage. Il était partagé entre son devoir envers moi et son engagement envers quiconque se trouvait à l'autre bout du fil. Et puis, à mon grand désespoir, il a fait son choix. Il s'est dirigé vers le téléphone, l'a pris et, sans m'adresser un mot de plus, est sorti sur le balcon, fermant la porte vitrée derrière lui. Je suis restée plantée au milieu du salon, écoutant la pluie et les coups de l'horloge. Il l'avait choisi. Qui que soit, elle, il l'avait choisi à ma place. Le mur non seulement ne s'était pas effondré, mais il y avait ajouté une brique de plus, juste devant moi. La douleur du rejet était physique. J'ai eu l'impression que l'air m'avait été arraché des poumons. Le bœuf bourguignon que j'avais préparé avec tant de soin s'est retourné dans mon estomac. À cet instant, l'amour que je ressentais pour lui s'est mêlé à un ressentiment glacial. C'est là, cette nuit de pluie et de mots vides, que j'ai su qu'il n'y aurait plus de tentative de dialogue. Il ne me donnerait pas la vérité. Je devrais l'arracher moi-même.
La décision de composer le numéro n'était plus un acte de curiosité ou de jalousie, c'était devenu un acte d'autopréservation. Je devais savoir ce qui était plus important pour lui que la paix de notre mariage, plus important que ma santé mentale. Je devais donner un nom et un visage aux fantômes qui hantaient ma maison. Après avoir raccroché, le silence de la maison était assourdissant. Je suis restée assise dans le fauteuil, un temps que je ne saurais mesurer. Des minutes, ou peut-être une heure. Le nom résonnait dans ma tête, une litanie étrange et dénuée de sens. Maison de repos Sainte-Claire, maison de repos Sainte-Claire. Mon cerveau, abasourdi, tentait désespérément de traiter l'information. Ma théorie de la maîtresse, que j'avais construite avec tant de soins douloureux, s'est effondrée en quelques secondes. Une maison de repos? L'idée était si bizarre, si en dehors du champ de mes pires suppositions, qu'elle m'a laissé complètement démunie. Qui connaissait-il là-bas? Pourquoi cet appel quotidien, secret? Et pourquoi mentir à ce sujet avec une histoire si faible de travail? Si c'était un ami malade, un parent éloigné que je ne connaissais pas, pourquoi ne pas me le dire? Marcel savait que j'aurais offert mon soutien. J'aurais fait de la soupe, tricoté une écharpe, n'importe quoi. Le secret était ce qui n'avait aucun sens. Le secret était le poison. Je me suis levée, les jambes flageolantes, comme si je venais de survivre à un grave accident. Je suis allée à la cuisine, et je me suis servi un verre d'eau, les mains toujours tremblantes. J'ai regardé par la fenêtre notre jardin, les silhouettes des lavandes et des romarins sombres sous le clair de lune. Ce jardin était son domaine. C'était lui qui s'occupait de chaque plante avec une patience infinie. Soudain, j'ai tout vu sous un autre angle. Tout ce soin était-il une pénitence? Une façon de cultiver la vie pour compenser quelque chose qui mourait ailleurs? Je suis retournée dans la chambre. La lumière de la lampe de chevet jetait une lueur douce sur le visage endormi de Marcel. Il semblait si paisible, si innocent. Les rides d'inquiétude avaient disparu. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. C'était le même visage que j'avais embrassé tous les soirs pendant 45 ans. Mais maintenant, c'était le masque d'un inconnu. Je me suis assise au bord du lit et je l'ai observé. Qui étais-tu, Marcel Caron? Quelles histoires gardais-tu derrière cette façade d'homme simple et travailleur? Quelles promesses avais-tu faites? Quelles dettes payais-tu? Qui m'excluait si complètement? La douleur que je ressentais était différente de la douleur de la jalousie. Elle était plus profonde, plus fondamentale. C'était la douleur de l'exclusion. Je n'étais pas sa partenaire, sa confidente. J'étais juste la femme qui lavait ses vêtements et cuisinait ses repas. La pièce fonctionnelle de sa vie, tandis que la partie émotionnelle, la partie secrète et importante, se déroulait ailleurs, dans un murmure de 5 minutes chaque soir. Toute notre vie, la tapisserie que je croyais que nous avions tissée ensemble, m'a soudain semblé une œuvre faite uniquement par moi, tandis qu'il avait un métier à tisser caché, où il tissait une histoire complètement différente. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis allongée à côté de lui, raide, veillant à ne pas le toucher. Chaque fois qu'il bougeait ou soupirait dans son sommeil, je me recroquevillais. La chaleur de son corps, qui avait toujours été réconfortante, semblait maintenant me brûler. J'ai passé toute la nuit les yeux ouverts, fixant les ombres qui dansaient au plafond. Mon esprit était un carrousel de possibilités, chacune plus déroutante que la précédente. Serait-ce un enfant illégitime qu'il aurait eu avant notre mariage, et qui, maintenant malade, serait dans une maison de retraite? La mère de cet enfant? Un frère dont il n'avait jamais parlé? La honte serait-elle la raison du secret? Mais Marcel n'était pas un homme qui avait honte facilement. Il était pragmatique, direct. La honte ne lui correspondait pas. J'ai pensé au retrait mensuel de 200 €. Le montant prenait maintenant un sens terrible. Était-ce pour payer quelque chose dans cette maison de repos? Un extra? Un confort pour quelqu'un? Cet argent qui sortait de notre budget commun était le lien financier avec sa vie secrète. Il n'investissait pas seulement du temps et de l'émotion. Il investissait notre argent. La trahison avait plusieurs couches. À l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil gris de novembre sont entrés par la fenêtre, j'étais épuisée, mais animée d'une nouvelle résolution. La question n'était plus « quoi ?», mais « qui ?» J'avais besoin d'un nom. J'avais besoin d'un visage à associer à cette voie professionnelle et à ce lieu. Je me suis levée avant lui, ce qui arrivait rarement. Je suis allée au salon et j'ai allumé le vieil ordinateur que nous utilisions à peine. Internet était un territoire que j'explorais avec hésitation, mais le besoin m'a donné du courage. J'ai tapé « Maison de repos Sainte-Claire » dans le moteur de recherche. Les résultats sont apparus immédiatement. C'était une institution privée, située à Carpentras, une ville à une 30aine de kilomètres d'Avignon.
Le site montrait des photos d'un bel immeuble ancien, entouré de jardins bien entretenus. Il avait une apparence chère, sereine. Le slogan disait « Un havre de paix et de soins pour vos proches. Vos proches ». Le pluriel a résonné comme un coup de poignard. J'ai navigué sur le site, cherchant une liste de résidents, mais bien sûr, il n'y en avait pas. Confidentialité. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, une section sur les types de soins qu'ils offraient. Il y avait des soins pour les personnes âgées à mobilité réduite, mais aussi une aile spécialisée dans les soins de longue durée pour les patients atteints de lésions neurologiques et de traumatisme cognitif. Lésions neurologiques, traumatisme cognitif. Les mots ont sauté de l'écran. La possibilité que ce ne soit pas seulement une personne âgée, mais quelqu'un qui avait subi un accident, quelqu'un piégé dans un état de dépendance. L'histoire a commencé à prendre une forme plus sombre et plus triste. J'ai entendu les pas de Marcel dans le couloir. J'ai fermé rapidement l'ordinateur portable, le cœur battant la chamade. Il est entré dans le salon en bâillant et m'a regardé avec surprise. « Déjà debout, Josie ? Tu as mal dormi ?»« Oui, » ai-je répondu, la voix rauque par manque d'usage et par les larmes contenues. « Une mauvaise nuit. » Il s'est approché de moi et a essayé de m'embrasser sur le front, comme il le faisait toujours. Je me suis instinctivement reculée. C'était un petit mouvement, presque imperceptible, mais il l'a senti. Il s'est arrêté, la main en l'air, une expression de confusion sur le visage. Qu'y a-t-il ? Je l'ai fixé. Mon visage devait être un désastre. Cernes, yeux gonflés, la douleur, la colère et la confusion d'une nuit entière estampée sur ma peau. Rien, ai-je menti, utilisant la même arme qu'il utilisait contre moi. Je suis juste fatiguée. Je lui ai tourné le dos et je suis allée à la cuisine préparer le café. La guerre froide dans notre foyer venait de commencer. Et je savais que, pour la gagner, ou du moins pour y survivre, j'aurais besoin de plus d'informations. J'aurais besoin d'aller à Carpentras. J'aurais besoin de voir de mes propres yeux ce qui se cachait à la maison de repos Sainte-Claire. Dans les jours qui ont suivi, notre maison s'est transformée en un champ de mines émotionnel. L'air était dense de mots non dits. Marcel essayait d'agir normalement, mais ma froideur était une barrière infranchissable. Je répondais à ses questions par des monosyllabes. J'évitais son contact et je me réfugiais dans mon atelier pendant des heures, bien que j'aie du mal à me concentrer sur mon travail. Le bourdonnement de la machine à coudre était un son constant qui étouffait le tourbillon de mes pensées. Marcel s'en rendait compte, bien sûr. Je le voyais m'observer avec un regard inquiet et confus. Plusieurs fois, il a tenté d'engager une conversation plus profonde. « Josie, que se passe-t-il ? Parle-moi. » Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je n'avais pas assez de munitions. Mes soupçons n'étaient que des ombres, et l'affronter avec elles serait inutile. Il nierait, se renfermerait encore plus, et je perdrais toute chance de découvrir la vérité. J'avais besoin de faits. J'avais besoin d'un nom. Mon enquête s'est poursuivie en secret. Chaque matin, après qu'il soit sorti pour ses promenades, ou pour retrouver ses amis pour une partie de pétanque sur la place, je retournais à l'ordinateur. Je suis devenue une experte de la navigation sur le site de la maison de repos. J'ai lu chaque témoignage, examiné chaque photo des jardins et des salles communes, à la recherche d'un visage familier, d'un indice. Rien. J'ai essayé une approche différente. J'ai pensé à qui pourrait être là. J'ai fait une liste mentale de tous les parents et amis de Marcel dont je me souvenais. Ses parents, oncles, cousins, tous morts ou vivant dans d'autres régions de France. Aucun ne correspondait. La frustration a commencé à me consumer. J'étais piégée, tournant en rond. La vérité était à seulement 30 kilomètres, mais elle semblait être à l'autre bout du monde. L'idée d'y aller simplement et de demander était effrayante. Que dirais-je ? Bonjour. Mon mari appelle ici tous les soirs. Pourriez-vous me dire pour qui ? Il me regarderait comme une folle et, à juste titre, invoquerait la vie privée des patients. C'est alors que je me suis souvenue de quelque chose. Le grenier. Notre grenier était le dépositaire de 45 ans de vie commune. Des boîtes et des boîtes de vieilles photographies, de documents, de lettres, de souvenirs que nous n'avions pas le courage de jeter. Marcel y montait rarement. C'était mon domaine, l'endroit où je gardais les vieux tissus et les robes de mariée démodées. Peut-être que, au milieu de cette poussière et de ce passé, il y avait un indice. Un samedi après-midi, alors que Marcel était dans son atelier au garage, ponçant un morceau de bois avec un bruit assourdissant, je suis montée au grenier. L'odeur de la poussière et du temps m'a enveloppée. La lumière qui entrait par une petite fenêtre ronde éclairait les particules de poussière dansant dans l'air. J'ai commencé par les boîtes de Marcel. Il y en avait une avec l'étiquette « Vieux documents ». Je l'ai ouverte le cœur battant. À l'intérieur, de vieux relevés bancaires,
des garanties d'appareils électroménagers qui n'existaient plus, des manuels d'instruction. Rien. Il y avait une autre boîte, pleine de photos de sa jeunesse, avant que nous nous connaissions. J'ai regardé chacune d'entre elles. Marcel jeune, les cheveux noirs et le sourire timide, avec ses parents, en voyage avec des amis. Il y avait des visages de femmes, bien sûr, des petites amies de jeunesse, mais aucun qui ne me semblait significatif. J'étais sur le point d'abandonner, assise sur le sol en bois poussiéreux, sentant le poids de la défaite, quand ma main a touché une petite boîte en métal, cachée au fond de la boîte de documents. Ce n'était pas une boîte à biscuits, c'était plutôt une petite caissette, rouillée. Elle n'était pas verrouillée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le couvercle. Ce que j'ai vu à l'intérieur a fait s'arrêter mon cœur un instant, puis repartir à battre de manière désordonnée. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait une liasse de lettres, attachée avec un ruban de satin bleu délavé, et en dessous, un certificat de mariage. J'ai lu le document les mains tremblantes. C'était un certificat de mariage daté de 1972, 5 ans avant que nous nous marions. Les noms sur le document étaient Marcel Caron et Claire Dufresne. Claire, un nom doux, élégant, un nom que je n'avais jamais entendu. Marcel, mon Marcel, avait été marié avant. J'ai senti une vague de nausée. Au cours de toutes nos années ensemble, il n'avait jamais mentionné un premier mariage, une ex-femme. C'était un pan de sa vie, un pan énorme, qu'il avait simplement effacé de l'histoire qu'il m'avait racontée. J'ai pris la liasse de lettres. L'écriture était délicate, féminine. C'étaient des lettres d'amour, écrites par Claire à Marcel. Elle parlait de rêves, de projets d'avenir, de construire une maison, d'avoir des enfants. Elle parlait d'un amour passionné, vibrant, du genre que Marcel et moi n'avions jamais eu. J'ai lu une phrase au hasard. « Mon cher Marcel, chaque jour loin de toi est un jour sans soleil. J'ai hâte d'être ta femme et de passer le reste de mes matins à me réveiller à tes côtés. » J'ai fermé les yeux. La douleur était aiguë, lancinante. Je n'étais pas la première. Je n'étais peut-être même pas le grand amour de sa vie. J'étais la seconde, la remplaçante, la femme qui est venue après Claire. Et puis, une autre pièce du puzzle s'est emboîtée avec un déclic terrible. Sainte-Claire, la maison de repos. Était-ce une coïncidence ou était-ce elle? L'idée était si monstrueuse, si incroyable, que mon cerveau a refusé de l'accepter. Claire, l'ex-femme, serait-elle en vie et internée dans une maison de repos à Carpentras? J'ai commencé à chercher frénétiquement dans la boîte autre chose. Au fond, j'ai trouvé une coupure de journal jauni. C'était du Dauphiné libéré, daté de 1974. Le titre était petit, une note de bas de page dans la chronique de la ville. Grave accident de voiture sur la route de Gordes. J'ai lu l'article, le cœur dans la gorge. Il parlait d'un jeune couple, Marcel et Claire Caron, dont la voiture avait dérapé sur une nappe d'huile et percuté un arbre. Marcel, le conducteur, avait subi des blessures légères. Claire, la passagère, avait été grièvement blessée, avec un traumatisme crânien sévère. Elle avait été transportée dans un état critique à l'hôpital de Cavaillon. Et c'était tout. L'article se terminait là. Il ne disait pas si elle avait survécu ou non. Je suis restée assise sur le sol du grenier, entourée par les fantômes d'un passé qui n'était pas le mien, mais qui me hantait maintenant plus que le mien. Le certificat de mariage, les lettres d'amour, la coupure de journal et le nom de la maison de repos. Les fils de l'enquête se rejoignaient enfin, tissant une histoire bien plus complexe et tragique que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Claire, la première femme de Marcel, la femme que tout le monde, y compris moi, croyait ne pas exister, la femme à qui, très probablement, il téléphonait tous les soirs. Le mystère n'était plus celui d'une banale trahison, c'était celui d'un secret gardé pendant près de 50 ans. Un secret avec un nom, un visage et une histoire d'amour interrompue par une tragédie. Et moi, sans le savoir, j'avais construit toute ma vie sur les ruines de cette histoire. La découverte dans le grenier m'a laissé en état de choc. J'ai descendu les escaliers comme une automate, rangeant la boîte en métal dans sa cachette et essayant de composer mon visage en un masque de normalité avant que Marcel ne revienne. Mais l'image de ce certificat de mariage et le nom Claire Dufresne étaient gravés au fer rouge dans mon esprit. Claire. Marcel avait été marié à une femme nommée Claire. Avec cette nouvelle information, un fragment de mémoire, longtemps enfoui, a commencé à émerger des profondeurs de ma conscience. C'était un souvenir instable, nébuleux, comme un rêve dont il ne reste que des sensations. Cela s'est produit dans les premiers mois de notre mariage.
Nous étions assis à la table de la cuisine de notre première maison, un petit appartement loué près de la porte Saint-Lazare. Il était tard, et nous avions bu un peu plus de vin que d'habitude. Nous étions dans cet état de détente et d'intimité que le début d'une vie à deux procure. Je l'avais interrogé sur ses petites amies du passé, une question stupide et un peu sûre d'elle de la part d'une jeune mariée. Il avait éludé, comme il le faisait toujours quand